Donc, je m'appelle Thomas Lestavel, je suis journaliste, diplômé HEC H05, journaliste pour différents médias dont Le Figaro, L'Express, Uzbek Erika et Alternative économique, cherchez l'erreur. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Alain Gauthier. Alors, cette année, je vais avoir 40 ans, j'ai fait une grosse crise de la quarantaine. Vous, je crois que vous en avez le double. Et ce qui m'a beaucoup impressionné en préparant avec vous cette interview, c'est l'impression de jeunesse qui sortait de nos échanges. J'avais l'impression d'être Anakin Skywalker face à Maître Yoda, hyper agile et plein de vie. Et voilà, ça promet un très bel échange pour ce soir. Enfin, pour vous, c'est le matin, c'est ça? C'est ça. Vous êtes le matin, vous êtes à l'autre bout du monde, Exactement. vous êtes à Portland, Oregon. Donc, je vais vous présenter brièvement, il y a énormément de choses à dire, je vais essayer d'être relativement court parce que je sais que votre propos va être riche et que le public est au taquet depuis qu'on a commencé à parler de Emmanuel Faber. Donc, vous êtes diplômé d'HEC et MBA Stanford, vous avez travaillé alors en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud et en Afrique, donc partout sauf en Australie, j'ai l'impression. Vous êtes consultant, vous avez été consultant chez McKinsey, vous avez été associé de votre propre cabinet, d'un cabinet de conseil parisien, et vous êtes aujourd'hui donc directeur du Core Leadership Development à Portland, Oregon, et associé de l'entreprise In Principo à Paris. Et vous avez aussi travaillé auprès non seulement d'entreprises, mais d'agences des Nations Unies, dont l'UNICEF. Voilà. Et vous œuvrez à faire émerger un leadership créatif et responsable à tous les niveaux, fondé notamment sur l'intelligence du cœur. Voilà qui annonce le programme. Je vous laisse la parole. Vous allez nous parler d'apprenance, un mot que je ne connaissais pas. Le public le connaissait peut-être. On verra ça peut-être pendant les questions-réponses. Et dans une demi-heure à peu près, on passera aux questions. Donc j'invite le public à continuer sur sa lancée et à poser toutes les questions qu'il souhaite à Alain Gauthier. Merci Alain et on vous écoute. Merci Thomas. Oui, en fait, mon propos, c'est une réflexion plutôt personnelle sur 60 ans de vie et de vie professionnelle. Le travail a toujours été assez central dans ma vie, je le reconnais. Et j'ai intitulé mon exposé Apprenance et confiance dans la vie. Parce que, et en réfléchissant, en écoutant les deux membres du panel précédent, cela m'a suggéré d'ailleurs d'autres réflexions. Donc, pourquoi utiliser ce mot d'apprenance d'abord? En consultant Internet, j'ai vu qu'il y avait une ou deux utilisations du mot apprenance, qui est comment utiliser en particulier le digital de meilleure manière, mais ce n'est pas ça qu'on a voulu. Lorsque j'ai adapté enfin, ça ne l'exclut pas nécessairement, mais lorsque j'ai adapté les 3 bouquins de Peter Senge sur l'art et la manière des entreprises qui apprennent, j'ai dû, et je les ai adaptés en français, donc j'ai dû trouver un mot pour traduire le learning qui n'était pas l'apprentissage, qui est quand même assez connoté en France. Et bien entendu, il peut y avoir une acceptation plus large que la taxe d'apprentissage, par exemple. Mais le mot apprenance, pour moi, traduit mieux ce mot learning, c'est un gérondif. En réfléchissant sur les différentes manières dont l'apprenance a été assez centrale pour moi dans ma vie, revenant sur, par exemple, mon enfance, j'ai été orphelin de père à 9 ans, donc il y avait une sorte de nécessité d'apprendre pour avoir de bonnes notes, pour avoir des bourses, pour pouvoir, dans une certaine mesure, survivre. Mais progressivement, et ensuite pour réussir, bon, ça a été la période HEC, Stanford, McKinsey. Si j'apprenais beaucoup de mes clients aussi, et non pas seulement de mes collègues, je pouvais peut-être leur rendre un meilleur service et réussir davantage. Donc, il y avait quand même une préoccupation assez instrumentale de l'apprenance qui a été très présente, disons, dans les premières 40 années de ma vie. Et je pose d'ailleurs la question, j'anime un cours, un atelier plutôt, au Centre de formation permanente de Paris 2,
C'est un master en coaching et développement personnel en entreprise. Et donc, je leur pose la première question, c'est que veut dire apprenance pour vous et quand vous réalisez ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça produit en vous? Alors, certains disent eh bien, enthousiasme, ouverture, etc. Et quelquefois, l'un d'entre eux va dire inconfort. Et là, on touche quelque chose d'important. Parce qu'effectivement, il y a l'apprenance qui consiste, moi je suis plutôt mental, de tempérament, enfin de caractéristiques, donc accumuler les connaissances, les réunir, voir comment elles tiennent ensemble, un point de vue qu'on pourrait appeler systémique maintenant, mais ça c'est le côté effectivement accumuler des connaissances qui, dans une certaine mesure, aussi nous conditionnent nos manières d'agir, nos manières de penser. Et ce que j'ai, après cette période, c'est mes premières 40 années, 40 années, je suis passé davantage au registre du désapprendre pour mieux apprendre. Et l'un des deux panélistes a dit tout à l'heure, le lâcher-prise. Qu'est-ce que j'accepte effectivement de remettre en cause dans mes manières de penser et mes manières d'agir qui ne me sert plus ou qui ne sert plus les personnes auxquelles je m'adresse. Et donc, comment désapprendre pour mieux apprendre? Et je me souviens de l'anecdote d'un futur disciple d'un maître chinois, je crois, qui va le voir et qui s'approche de lui et le maître chinois lui offre une tasse de thé et commence à verser dans cette tasse. Et au bout d'un certain temps, la tasse déborde. Et le futur disciple dit, mais maître, voyez-vous, ça déborde. Oui, mais c'est un peu comme votre cerveau, il est trop plein et il va falloir faire de la place si vous voulez bénéficier vraiment de l'enseignement, de la pratique dont nous allons parler ensemble. Donc, et c'est intéressant que quand j'étais HEC, j'étais considéré par mes camarades comme un polar, quelqu'un qui aimait beaucoup travailler. Et il y avait une sorte d'effet de trop-plein dont certains se sont pas plaints, mais enfin, m'avaient un peu caricaturé dans ce sens-là. Et ça m'est resté. Et dire effectivement quelle est, dans l'apprenance, la partie qui consiste à, un peu comme dans le voyage du héros, celui qui accepte d'aller s'exposer en terrain découvert, non familier, pour expérimenter de nouvelles choses, se mettre en position d'inconfort, qui est un mot qui a été utilisé tout à l'heure aussi, mettre en position d'inconfort dans lesquelles on ne peut pas s'appuyer sur ce qui nous est familier, ce qu'on a fait peut-être 1000 fois. Moi, j'ai travaillé peut-être avec 150 équipes dans ma carrière de consultant. Je travaille surtout à titre bénévole maintenant. Si je continuais à reproduire dans le travail d'animation que je fais les choses qui m'ont bien réussi depuis 30 ans en particulier, que je fais ce travail je m'intitule une sage-femme ou un accoucheur d'équipe. Si je continue à reproduire ce qui m'a bien réussi dans les 30 dernières années, je ne rendrai pas forcément le service à mes clients ou aux entreprises à but non lucratif avec lesquelles je travaille maintenant qu'ils sont en droit d'attendre. Donc voilà, il y a un paradoxe dans une certaine mesure qui est de dire, c'est de valoriser l'apprenance comme une ouverture de soi à d'autres choses que celles qui nous sont familières. C'est donc la capacité à, certains diraient, à augmenter notre niveau de conscience, de devenir conscient de choses dont on n'était pas conscient jusqu'ici. Et c'est de passer, dans mon cas, ça a été effectivement de passer d'une pensée relativement linéaire à une pensée plus systémique, de penser, de me voir séparé des autres et de me voir plus dans l'interdépendance, de voir une organisation non pas comme une machine, mais comme un être vivant, un organisme avec lequel il faut travailler. Et d'ailleurs, j'utilise de moins en moins le mot organisation, j'utilise de plus en plus le mot réseau. On pourra revenir tout à l'heure là-dessus si vous voulez. Donc, c'était une sorte de libération, dans une certaine mesure, du mental
qui, par nature, en tout cas le mien, a tendance à vouloir accumuler des connaissances, mais pas forcément à s'en défaire. Et c'est là où, dans une deuxième partie de ma vie, j'ai fait un petit détour par une communauté spirituelle dans le sud de la France, mais tout en continuant à être enseignant à l'EM Lyon, enfin, et à faire du conseil en Europe. Mais pour moi, c'est là où il y a une autre partie de moi-même, disons le cœur, la dimension émotionnelle, qui s'est ouverte davantage, et l'acceptation du fait qu'il y a une intelligence du cœur, qu'il y a une capacité à voir les choses, et se voir soi-même et voir les autres de manière un petit peu différente. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a 35 ans, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui non seulement m'ont aidé à ouvrir cette intelligence du cœur, mais aussi à ouvrir mon corps comme étant un véhicule par lequel je pouvais avoir accès à de nouvelles choses. Et donc, si je puis dire, j'ai laissé mon centre de gravité descendre progressivement d'ici plus vers le bas. Et il m'est arrivé d'ailleurs dans un certain nombre de séminaires où on me posait des questions difficiles, de délibérément laisser un silence, de fléchir un petit peu mes jambes, quand j'étais en général debout, et de sentir mon hara, mon ventre, et d'essayer de répondre à la question de là plutôt que de ma tête. Et je me suis aperçu que quand je restais centré sur cet intellect, pardon, que j'ai travaillé pendant longtemps, je me lançais moins dans une partie de ping-pong avec mes interlocuteurs en essayant de répondre très vite, mais la réponse venait de plus profond en moi. Et ça m'amène à une autre dimension, c'est que euh, euh, avec le temps, bon, j'ai eu quelques accidents de santé, une greffe du foie, des problèmes cardiaques qui m'ont aussi permis de dire mais qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie qui est précieuse parce qu'elle a été menacée. Et je me suis aperçu que l'écoute, dont il a été question tout à l'heure aussi, mais l'écoute non seulement des autres, mais l'écoute de la vie est importante, est une voie d'apprendre qui est importante. Et mais qui suppose un certain silence intérieur, faire taire mon intellect bavard, mes sentiments qui peuvent aller un peu dans tous les sens. Et là, la méditation ou des formes d'ascension silencieuse, en silence de certaines montagnes, j'adore la montagne, m'ont permis effectivement de voir progressivement que la vie, avec un grand V, avait des choses à m'apprendre que je n'avais pas encore apprises. Et c'est peut-être ce qui est le plus important à ce stade, c'est que je fais plus maintenant confiance à mon intuition, au sens de ce qui est juste maintenant, mais qui ne vient pas de mon intellect, des situations mille fois rencontrées, mais davantage de la compréhension de ce qui est en jeu et de la résonance qui est en moi avec la disciple, avec ce qui est peut-être encore largement invisible, mais qui est là. Donc, et ça a accompagné aussi une évolution vers un sens de leadership, puisqu'on a parlé de leadership tout à l'heure, moins individuel, moins individualiste et beaucoup plus collectif. J'ai écrit un petit bouquin il y a 8 ans qui s'appelle Le leadership évolutionnaire et le co-leadership évolutionnaire parce que je voulais mettre l'accent sur le fait que nous sommes dans une période où le leadership héroïque, charismatique, a probablement vécu en grande partie. De temps en temps, en période de crise, il va ressurgir, l'homme providentiel, la femme providentielle, mais je crois beaucoup plus que nous sommes maintenant à la recherche d'un leadership partagé, distribué, et dans lequel le cœur a une place importante. Parce que si je ne suis pas à l'écoute profonde de ce qui est en train de se passer en l'autre ou dans l'équipe, dans le groupe dont je fais partie, je vais manquer des choses. Et cette notion de co-leadership, c'est l'idée que je vais être capable de passer
d'une position un peu en avant à une position plus de retrait, en écoutant, en soutenant, en supportant. Et là, il me semble qu'on est plus dans le va-et-vient de la vie, entre nos aspects yin et nos aspects yang, nos aspects écouteurs et nos aspects ou écoutants et nos aspects affirmants. En tout cas, c'est avec quoi je joue plus maintenant dans le travail que je fais, notamment avec des entreprises qui s'occupent de dire est-ce qu'on peut apprendre en tout âge? Est-ce que, par exemple, devenir un ancien, un elder en anglais, c'est se condamner à vivre sur l'acquis et progressivement d'ailleurs se rétrécir? Ou au contraire, c'est une phase de la vie dans laquelle encore on peut s'épanouir? Vous parlez de ma jeunesse d'esprit. Tout à l'heure, je crois que c'est un peu ça, c'est de se dire, en fait, si je vois la vie comme une occasion perpétuelle d'apprendre, de m'ouvrir de choses nouvelles, je vais me conduire différemment. Donc, il a été beaucoup question de confiance dans le panel, mais confiance en l'autre, confiance dans le dirigeant, moi je dis confiance dans la vie. Et c'est peut-être la partie qui s'est ouverte progressivement en moi quand je regarde aux étapes qui ont été des étapes importantes, déterminantes pour moi. Je m'aperçois qu'effectivement, les meilleures décisions que j'ai prises, je les ai prises dans une certaine méconnaissance ou inconnaissance. Je les ai prises beaucoup plus par intuition personnelle. Par exemple, venir aux États-Unis à 35 ans, c'était un saut dans l'inconnu. Je n'avais aucun contrat, aucun travail ici. Simplement avoir rencontré une ou deux personnes comme Peter Senge qui me disaient, tiens, il est possible de faire ce travail d'accompagnement d'équipe autrement. Je ne veux pas multiplier les exemples, mais je m'aperçois qu'effectivement, cette capacité à s'écouter profondément et à écouter profondément d'autres qui ont peut-être aussi fait un chemin différent est vraiment une partie importante de l'apprenance. Et revenons maintenant à la confiance de la vie, dans la vie, je me suis aperçu qu'en étant suffisamment à l'écoute, en devenant une sorte de canal de ce qui essaie de s'exprimer à travers moi, je prenais aussi confiance de plus en plus dans la vie, dans le fait que le processus de la vie n'est pas absurde. Je crois profondément, quand je regarde simplement ma propre expérience et l'expérience de quelques autres que je connais mieux, que je connais bien, c'est qu'en définitive, il n'y a pas d'expérience négative. Et ça, c'est difficile à entendre quand on est au milieu du Covid, qu'on vient de perdre son emploi, etc. Mais par conviction, à ce stade, je crois que ce qui nous arrive, ce qui nous advient, et je préfère le mot avenir au mot futur d'ailleurs, ce qui nous advient, en fait, nous advient pour une raison qui nous est difficile de comprendre maintenant. Mais si on la prend comme une occasion, si on la prend comme une occasion d'apprendre, de s'ouvrir à quelque chose auquel on n'était pas ouvert jusqu'ici, il y a là une source de nouveaux comportements, de nouveaux gestes qui n'étaient pas prévus d'avance. Et j'étais intéressé tout à l'heure par les deux témoignages en disant il y a eu une circonstance extérieure dans la vie comme 2008 par exemple, où ça peut être, dans mon cas, ça a été à la fois un changement complet d'environnement en venant aux États-Unis, mais aussi ma maladie il y a quelques années, qui m'a ouvert davantage sur pourquoi est-ce que j'ai un cancer du foie maintenant? Pourquoi ai-je besoin d'une greffe du foie à ce stade? Bon, j'avais 74 ans, ce n'était pas très vieux. Quel est le message qui est là à travers ça? Alors, c'est pas très facile à faire de temps en temps, surtout quand on est très immergé dans la douleur ou l'angoisse, mais j'ai trouvé que c'est ce qui m'avait aidé le plus. Voilà, j'ai envie un peu je ne sais pas où j'en suis du point de vue temps, mais je préférerais prendre des questions, mais je résume peut-être en deux ou trois choses. C'est est-ce que je suis prêt à devenir
un agent conscient de l'évolution. Parce que c'est pour ça que j'ai intitulé mon bouquin Le co-leadership évolutionnaire, non pas révolutionnaire, évolutionnaire, c'est-à-dire est-ce que je joue un rôle à ma petite mesure, en toute humilité, dans l'évolution qui est en train de se faire, qui est en train de se dérouler. Et une évolution, par exemple, qui à ce stade pour moi va de moins en moins individualiser, de moins en moins individualiste et plus en plus collective, au sens de est-ce que nous faisons partie d'un tout dont nous tirons une grande partie de notre énergie et est-ce que nous sommes prêts à donner au tout également. Voilà les questions que je me pose maintenant et je serais ravi de répondre à certaines questions là-dessus. Une notion qui m'est venue en écoutant quelqu'un l'autre jour qui parlait de cette 9e vague qui suit la vague individualiste au fond de laquelle nous sommes ou à la crête de laquelle nous sommes maintenant, c'est de dire est-ce que je suis prêt justement à concilier ce qui en moi a envie de créer et peut-être d'improviser avec un sens de la cohérence dans laquelle je m'inscris de manière plus large. Et comment est-ce que je me mets en synchronicité comment est-ce que je me synchronise avec cette cohérence d'ensemble? Alors, je sais que ce sont des termes un peu larges et je serai prêt à illustrer ça de manière un peu plus précise dans la suite. Thomas, à vous. Merci beaucoup Alain. Je lis dans les commentaires que l'inspiration est là et qu'elle est ressentie de ce côté de l'Atlantique. Ça m'a marqué quand vous avez parlé de sage-femme, vous avez parlé Oui, de yin et de yang. Est-ce oui. que dans votre parcours de vie, il y a eu une sorte de chemin vers votre féminité? Enfin, on parle beaucoup en ce moment de masculinité, de féminité. Qu'est-ce que vous avez à nous partager là-dessus? Oui, bien, écoutez, c'est effectivement, et j'associe d'ailleurs le côté yin ou du féminin avec l'écoute, la capacité d'empathie. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 85, il y a un bouquin qui venait de sortir qui s'appelait Le manager androgyne. Qui m'a fait réfléchir effectivement, est-ce qu'un bon leader, je n'aime pas trop le mot manager, est-ce qu'un bon leader est capable d'associer, est-ce que je suis capable d'associer les dimensions plus réceptives, féminines, sensibles de ma personnalité à mon côté émissif, agissant, etc. J'ai utilisé le mot agent tout à l'heure. Donc ça a été une préoccupation et j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes en arrivant en Californie, puisque c'est là que je suis allé d'abord, qui justement incarnaient dans leur authenticité cette capacité à allier le meilleur du féminin et du masculin. Des femmes, y compris chez les femmes, dans lesquelles la dimension masculine, émettrice, agissante était très développée également. Et ça m'a inspiré. Effectivement, je crois que mon métier de conseil aussi m'a incité à alterner les moments d'écoute profonde des équipes avec lesquelles je travaillais et puis des moments où je proposais une activité qui allait permettre de franchir une nouvelle équipe. Donc, j'ai été à l'écoute de ça depuis assez longtemps, mais ce mot de sage-femme, je ne me le suis appliqué que récemment. D'une part parce que pour un homme d'être une sage-femme, mais je sais que je suis né accouché par une sage-femme et non pas par un accoucheur ou un médecin. Ça m'a peut-être influencé aussi, mais dans la sage-femme, la capacité à être vraiment à l'écoute de ce qui est en train de se passer, d'observer et non pas d'intervenir fortement, mais au contraire de créer des conditions, respirer davantage, etc., qui va permettre un accouchement plus naturel, et non pas forcément moins douloureux, mais plus naturel et complètement accompagné consciemment. Et ça rejoint pour moi cette notion d'être un agent conscient de l'évolution. Comment on dit sage-femme en anglais? Midwife. C'est masculin, c'est féminin aussi, hein, midwife. Mais je trouve que c'est intéressant parce que midwife, c'est la personne qui accompagne, qui est au milieu, qui
qui est une sorte de médiatrice, en somme. Hmm. Alors, j'ai deux questions. Jean-François Vermont, je vous laisse choisir par quoi vous commencez. Oui, Jean-François Vermont qui demande comment vous avez fait pousser cette confiance dans la vie, oui, euh, malgré les malheurs du monde, si je comprends bien la question. Et oui, oui. puis, Marie-Pierre, c'est Fried, qui demande, alors vous dites il faut laisser place à l'intuition, mais alors que penser des théories portées par un autre alumni qui nous encourage à nous garder de nos biais cognitifs. Sous-entendu, peut-être, est-ce que je dois me méfier de mes propres idées? Je ne sais pas. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Bon, je vais essayer de... Vous me rappellerez la deuxième question si je Ouais, l'oublie. ouais. Donc, j'ai parlé surtout à titre personnel, hein, et moi, j'ai confiance dans l'évolution de la vie, effectivement. Je pense que la vie, y compris le Covid et tout ce qui nous apporte comme désagréments, changements d'habitude, en fait, nous sert aussi. Alors, c'est difficile à dire, c'est difficile surtout à vivre pour des personnes qui sont parmi les plus démunis, qui perdent leur situation, etc., donc qui sont au milieu du malheur. Euh, mais quand je regarde ça de loin, et c'est là que c'est utile d'avoir 81 ans, c'est de voir qu'en définitive, les choses que je trouvais comme étant extrêmement inconfortables, désagréables, punitives, ou, tous les mots qu'on peut imaginer, quand je les regardais 2 ou 3 ans après, je me rendais compte que c'était exactement ce qu'il m'avait fallu à cette époque. Mm. Et là, bien sûr, il y a la question de, oui, mais ce qui arrive au monde, enfin, les épidémies, les pandémies, les crises financières et tout ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on doit se réjouir? Non, on ne doit pas s'en réjouir. Mais est-ce que nous sommes prêts à apprendre de tout cela? Est-ce qu'on est prêt, au-delà de l'inconfort, de la détresse que cela peut provoquer, est-ce que nous sommes capables de voir l'enseignement qui est là pour nous, individuellement comme collectivement? Quand une société passe par une crise importante, par exemple, enfin une petite société, c'est un des meilleurs moments pour se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel est le message? Mm. Quel est le message? Et ça ne doit pas, évidemment, nous décourager de porter des remèdes assez vite aussi, mais c'est là aussi une perspective à plus long terme qui est utile. Enfin, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Être un bon ancêtre. Il insiste, cet auteur qui est d'origine polonaise, mais qui vit en Angleterre, dit nous avons un biais court-termiste qui est de plus en plus alarmant. Nous nous fixons sur les péripéties à court terme, sur les objectifs à court terme, etc. Si nous reprenions un peu de champ et nous pensions non seulement à 5 ans, mais à 10 ans, mais à 100 ans, qu'est-ce que ça voudrait dire, hein? Voilà, donc c'est dans cette... Je ne sais pas si je suis très clair en répondant comme ça, mais c'est ça qui me vient. Mm. Arriver à se projeter comme étant l'ancêtre de quelqu'un, finalement. Oui, oui. Et il y a un très bon exercice qui consiste à faire 2 pas en arrière en disant qu'est-ce qu'a vécu mon père quand il avait 5 ans et qu'est-ce que va vivre ma petite fille quand elle va avoir 90 ans. Est-ce que je suis capable d'imaginer et donc de voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant? Mm. Ok, super. Alors, sur la deuxième question, La deuxième c'était... question, c'était, donc vous parliez d'intuition et en même temps, un des intervenants parlait de biais cognitifs et du fait qu'on devait se méfier de nos biais cognitifs. Donc c'est vrai que peut-être qu'on peut, j'ai une intuition, mais est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que c'est un biais cognitif qu'il faut au contraire Oui, que je n'écoute pas? c'est très important, effectivement, de faire cette distinction. Pour moi, l'intuition ne vient pas du cognitif. Mm. C'est mon choix personnel de dire l'intuition, elle vient de mon cœur, elle vient de mon corps, elle vient de plus profond en moi que simplement Ça veut dire quoi? Ça veut dire des frissons? Ça veut dire oui, quelque chose oui, ça peut être un sentiment dans mon estomac, par exemple, ça peut être une image qui me vient, mais qui vient pas de ma capacité raisonnante. Mm. Et donc, il y aura toujours le risque de biais cognitif, bien sûr. Et pour moi, j'attends de ça, et c'est quelquefois, c'est la manière dont quelqu'un s'adresse à nous, qui nous fait venir, qui suscite une émotion en nous que je peux suivre éventuellement.
Et je sais que pour moi, la beauté a compté beaucoup dans ma vie. Quand je suis arrivé à San Francisco pour la première fois, en tant qu'élève du MBA à Stanford, j'ai eu l'intuition que c'était un pays, c'était un pays du monde qui avait des choses à m'apporter par sa beauté. La baie de San Francisco, à l'époque, était encore plus belle que maintenant, bien sûr, moins construite. Et ça m'est arrivé à plusieurs. Alors, chacun doit trouver son registre. Pour moi, la beauté d'une montagne, la beauté d'une ville, la beauté d'une femme aussi, bien sûr, peut être une source d'émotion qui me guide ensuite vers ah, pourquoi pas ça? C'est comme ça que je le vis. Mais je comprends que ça puisse être très différent d'une personne à l'autre. Autre question toujours de Jean-François Vermont, est-ce que les grands réseaux, puisque vous nous avez invité à utiliser ce mot-là plutôt, ou en tout cas vous l'utilisez, sont capables de sélectionner des dirigeants apprenants? Ben, je ne sais pas ce que notre interlocuteur appelle par grand réseau. Moi, je travaille avec un réseau actuellement. J'imagine les groupes du CAC 40, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Pour moi aucune entreprise du CAC 40 je dirais, ne correspond à ce que j'appelle un réseau. Un réseau est un organisme vivant qui vit aussi bien dans chacune de ses nodes, chacun de ses nœuds, je parle anglais là, qu'à la tête du réseau, s'il y a un centre du réseau. Donc, il y a très peu d'entreprises qui fonctionnent vraiment en réseau en ce moment. On les trouve plus dans le domaine à but non lucratif, dans les associations, et encore, ça n'est pas... comment est-ce qu'il y a apprenance là? Absolument. Mais l'apprenance vient de la capacité à nous considérer comme des êtres vivants dans un organisme vivant. Et la notion d'apprenance est beaucoup plus large et beaucoup plus multiple, si vous voulez, à ce stade. Et quelqu'un qui veut, entre guillemets, diriger ou animer, je préfère animer un réseau, doit avoir cette capacité d'écoute très grande des différents nœuds du réseau qui sont là. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre, cette personne, et éventuellement pouvoir susciter des conditions dans lesquelles chacun des nœuds du réseau va vouloir aussi être autorégulateur, auto-régénérateur. Donc, il y a une notion de vie qui sait se recréer en permanence, hein, comme une grande forêt, qui est là et qui est très étrangère à la manière dont la plupart des très grandes entreprises travaillent. J'ai travaillé avec quelques-unes d'entre elles, comme vous le savez. Okay. Tout à l'heure, vous parliez de votre maladie et vous disiez que ça vous avait appris, Oui. Mais vous en êtes sorti. Oui. Je lisais tout à l'heure une tribune de Michel Houellebecq à propos de l'euthanasie, on en parle en ce moment en France, et qui disait la souffrance physique n'est jamais, je ne sais plus comment il le disait, mais est toujours inacceptable. Et c'est vrai que parfois la souffrance physique dure et mène à la mort. Oui. Est-ce que même dans ces cas-là, on reste dans l'apprenance et c'est la vie qui veut nous apprendre quelque chose? Ça paraît un peu dur, quoi. Ça paraît un peu dur. Enfin, à mon avis, tant qu'on reste conscient, il y a la possibilité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau à travers sa maladie. Moi-même, j'étais bien soigné, mais mon hépatologue m'a dit, Alain, vous êtes un des patients qui s'est remis le plus vite possible parce que je sens chez vous que vous aimez passionnément la vie et que vous avez vécu cette expérience comme une occasion de découvrir en vous des choses. Et en particulier, c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point j'avais dans une certaine mesure négligé des relations plus approfondies avec mes proches pour réaliser mes ambitions de conseiller, etc. Enfin, j'ai touché du doigt l'importance d'une vision plus large de la vie et qui est devenue bien sûr d'autant plus précieuse que je ne savais pas si je survivrais à cette maladie. Et est-ce que c'est aussi cette posture de malade qui vous a
aider à être plus dans cette posture de recul dont vous parliez et d'être peut-être Oui, moins en oui, avant tout le temps oui. Et bon, la question qu'on se pose traditionnellement, surtout quand on sait que sa vie est menacée, c'est et si, s'il m'était donné de vivre encore, c'était mon mantra. Si je dois partir maintenant, je pars. J'ai vécu une vie assez pleine. Mais si je dois rester, qu'est-ce que la vie attend de moi? Et alors, la Qu'est-ce que... réponse? Ben, la réponse, c'était effectivement, c'était de me dévouer, de consacrer mon temps beaucoup plus à la communauté qu'à une entreprise en particulier, par exemple, ou qu'elle soit publique ou privée ou civile. C'était l'idée que j'avais quelques dons et j'avais la possibilité de les utiliser de manière plus large et avec une vision à plus long terme que je n'avais jusque-là. Hmm, ok. Question de Marie Regnault, qui apparemment vous connaît parce qu'elle vous tutoie, Oui. ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que le fait de vivre aux États-Unis ne t'a pas fait voir la vie de cette façon, Alain? J'ai souvent le sentiment que mon passage de 4 ans là-bas a changé ma façon de voir la vie. Alors, vous avez parlé de la beauté de la baie de San Oui, Francisco, mais il y a aussi la mentalité des Américains. tout à Qu'est-ce fait, que tout à vous... fait. Oui, j'avais mis l'accent sur la beauté. Pour moi, c'était plus le chemin de l'intuition. Mais non, ce qui m'a fasciné aux États-Unis, que j'avais connu juste après HEC, quand j'ai fait mon MBA, c'est ce qui reste de l'esprit pionnier. Ce qui reste de l'esprit pionnier qui n'a pas peur de s'affranchir des contraintes sociales, etc. Et je n'ai pas choisi la Californie, en particulier la région de San Francisco, par hasard. Il y a une concentration d'esprit pionnier là, avec pour le pire et pour le meilleur. Quand on voit les grandes entreprises qui se sont constituées de là. Mais c'est ça qui m'avait fasciné, c'est que cet esprit, je parlais du voyage du héros tout à l'heure, Oui. la capacité à s'aventurer dans des territoires nouveaux, sans beaucoup de bagages, mais en ayant un appétit de découverte et surtout de ne pas le faire seul. Je crois ce qui... euh, bon, il y a beaucoup d'aventures individuelles aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont réussi de manière exemplaire. Et Hmm. ça et comme j'étais déjà un accoucheur d'équipe à l'époque, ça m'a beaucoup attiré. Donc, il y a cette dimension, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs en France, en Europe maintenant aussi, bien sûr. Hmm. Mais au moment où j'ai quitté la France, j'avais besoin en fait de trouver euh, ce vase d'expansion, cette capacité à accompagner des gens qui étaient en train de oui, d'explorer de territoires nouveaux. Et j'ai d'ailleurs accompagné quelques startups, aussi des startups. Ok. Tout à l'heure, vous parliez d'écoute de la vie. Je suis Oui, désolé, je vous tutoie parce que je suis dans mon rôle de journaliste, mais oui, non, on me fait remarquer qu'entre anciens, on se tutoie. Euh, est-ce que écoute de la vie, et qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que parce qu'on parlait lors de notre call préalable du lien avec la nature, il y a peut-être aussi les animaux. Enfin, qu'est-ce qu'on a à apprendre des oui, arbres, des animaux? oui. Je mentionnais tout à l'heure, pour moi, une des étapes importantes, ça a été effectivement de cesser de regarder une organisation comme une organisation, mais comme un organisme. J'avais participé en 87 à une conférence à Findhorn, en Écosse, sur faut-il passer de la notion d'organisation à celle d'organisme. Je crois que l'écoute de la vie, c'est ça, c'est de se dire, en fait, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des organismes et nous pouvons créer des organismes. Nous n'avons pas besoin de créer des institutions qui se rigidifient, qui s'organisent en top-down. Ce n'est pas inéluctable. C'est une manière de répondre peut-être à des pressions, à des peurs, de se procéder ainsi. Mais moi, j'apprends beaucoup quand je marche en forêt, et j'y vais souvent. Nous avons des forêts magnifiques en Oregon ici. C'est effectivement toutes les ressources qui existent dans la vie quand on la regarde. Il y avait d'ailleurs un groupe de PDG
Matsushita et d'autres qui s'étaient rendus en Amazonie pour observer qu'est-ce qu'ils pouvaient apprendre, eux, de la manière dont une jungle s'organisait. Et ça m'avait frappé. Et je pense que Janine Benyus, avec Biomimicry, etc., nous a relancé cette idée qu'il il est grand temps d'apprendre de la vie, et en particulier de comment la vie est organisée, pour essayer de la traduire dans nos propres organisations telles qu'elles existent maintenant. Et en particulier la notion de subsidiarité, c'est-à-dire de répondre aux problèmes qui se posent au niveau le plus bas possible, en déléguant vers un centre, vers un sommet, uniquement les choses qu'on ne sait pas faire bien soi-même. Ça, c'est une révolution dans notre manière de penser. Et je crois que l'observation de la vie, telle qu'elle est organisée, nous permet de le voir. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Et est-ce que tu as un lien particulier avec des animaux? Est-ce que... Ben, nous avons deux chats à la maison, et je ne suis pas, j'ai pas grandi avec des chats, donc c'était nouveau pour moi, mais c'était l'influence de mon époux. Je suis très intéressé par la manière dont un félin se déplace, prend sa distance, vient chercher des câlins. Enfin, il y a une sorte de ballet, de danse de la vie là, que je trouve fascinante. Je suis plus fasciné par les animaux sauvages. J'ai la chance d'avoir une sœur qui a un ranch au Kenya et qui ne peut pas y retourner pour l'instant. Donc, j'ai vu les animaux dans leur élément naturel, y compris les éléphants qui viennent détruire la maison de son jardin, enfin le mur de son jardin, ça fait partie des choses aussi. Mais je pense j'ai beaucoup à apprendre, je ne sais pas si nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup plus de regarder la nature, mais en faisant partie nous-mêmes de la nature. Non, en faisant cesser ce sens de séparation, il y a les animaux et il y a nous. Non, nous sommes un animal doué d'une certaine conscience, etc. Mais si nous observons ça, ça va nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi, et sur nos possibilités. Jean-François et Marie aimeraient en savoir un peu plus sur ton cheminement spirituel. C'est vrai que tu as évoqué une communauté dans le sud de la France, voilà, depuis ton extrême jeunesse, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire extrême jeunesse, jusqu'à maintenant. Question intéressante, merci. Oui, ben, je suis né dans une famille catholique dans l'est de la France, dans les Vosges. J'étais un enfant de cœur assidu pendant les 8, 10, 12 premières années de ma vie. Et puis après, j'ai pris mes distances, comme pas mal d'adolescents. Et j'ai fait par contre un pèlerinage de Chartres quand j'étais à HEC, qui m'a commencé à me poser des questions sur oui, mais quoi est-ce que je peux expliquer Dieu par la raison ou non? Enfin, c'est ce genre de questions qui me sont venues. J'ai une deuxième incidente, c'est quand j'étais dans la marine pour faire mon service militaire aux EOR. Enfin, j'ai lu quelques ouvrages scientifiques qui m'ont aussi fait réfléchir. Mais c'est vraiment en passant à ce nouveau stade de ma vie à 40 ans, où je suis allé passer 5 ans dans cette communauté spirituelle qui était, on pourrait dire, c'était dans la tradition chrétienne, mais plutôt de Saint Jean, donc plutôt ésotérique qu'exotérique, avec des apports de la croyance dans la réincarnation. Ça m'a ouvert, ça m'a souvent, surtout ouvert mon cœur à quelque chose qui est là, avec lequel je peux être en relation, qui est à la fois hors de moi, mais en moi. Et mon séjour ensuite en Californie, puis ici, m'a permis d'avoir un cheminement spirituel. J'ai suivi pas mal de séminaires, mais avec l'idée de comment faire passer ça dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, quand j'étais dans la communauté spirituelle, j'étais l'éditeur des livres qui étaient les traductions, enfin les transcriptions de notre guide spirituel à l'époque, qui s'appelle Ivanov, et dont le but principal est comment spiritualiser notre vie de tous les jours. Et il y a eu un coming out à faire à un moment, c'est-à-dire, parce que bon, une communauté spirituelle, faire partie d'une communauté spirituelle, c'est pas anodin, et le faire connaître
Oui, au reste du monde, surtout quand on a fait HEC, c'est peut-être pas si simple que ça. Et le coming out, est-ce que ça a été oui, oui, oui. Ma famille a émis quelques doutes sur mon engagement, en disant, tu sais, il y a des sectes dangereuses, etc. Ça n'en était pas une. Mais pour moi, j'ai commencé à faire des conférences sur la perspective héliocentrique plutôt que géocentrique. Enfin, j'ai essayé mais c'est encore l'esprit qui était, enfin, l'intellect qui était en jeu là. Mais j'ai commencé à toucher du doigt qui fait que, comme le disait l'un des panélistes tout à l'heure, si je n'arrive pas à incarner ça dans ma manière d'être et mon comportement, euh, quel intérêt? Et donc, je crois que ça m'a aidé à me centrer davantage, à développer davantage les aspects féminins de ma nature pour être, en fait, devenir plus humain, en quelque sorte. Devenir plus humain. Euh, mais humain avec sa dimension de compassion, d'enthousiasme, qui est possible. Et je crois qu'il a progressivement transformé ma vie. C'est ça le coming out. Ça a transformé ma vie progressivement. dans le public, il y a des jeunes parents, des parents. Mhm. Hier, on a Ilona, qui est prof de psychologie positive, qui nous a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle disait, je lui demandais quel est votre conseil pour les parents. Elle disait, bah, quand votre fils ou votre fille vous ramène une mauvaise note, soyez curieux, soyez ouvert et demandez-lui, alors qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience, mais vraiment de manière ouverte. Euh, Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire aux parents? Parce que voilà, on sait que la nouvelle génération va avoir des défis encore plus, probablement encore plus difficiles que nous à relever et il va falloir leur donner le maximum de confiance dans la vie. Voilà, quel est ton conseil pour les parents? Hmm. Ou tes Bon, conseils? j'ai eu un fils, un seul fils, que j'ai eu tard dans ma vie, à 38 ans, et qui a maintenant 43 ans, 44 ans maintenant, et euh, j'ai pris grande attention euh, à sa scolarité, si je puis dire. On a mis quelques mois dans une école publique, ça n'a pas marché. Et ensuite, on s'est tourné vers d'autres sources, et en particulier l'école Steiner, dans lequel on l'a mis en arrivant aux États-Unis, quand il avait 8 ans à l'époque. C'est Et un peu ça, un équivalent de Montessori, c'est ça? Enfin, c'est des écoles alternatives. je cherchais le mot, il a suivi Montessori, enfin, il était dans une école Montessori avec une institutrice Montessori quand il était jeune, enfin, dans les premières années. Et puis aux États-Unis, c'était l'école Waldorf School, donc Steiner, donc avec l'importance de l'éveil de la sensibilité, beaucoup dessiner, illustrer les cahiers, apprendre la table de multiplication en dansant. Enfin, et je crois que, enfin, pour me sentir, je dirais, à la hauteur en tant que parent, j'étais très à l'affût de comment il s'exprimait, enfin, comment il parlait de son expérience. Euh, et, euh, et bien sûr, en évitant le jugement, en ouvrant, en continuant à ouvrir sa capacité à s'émerveiller. Je crois que Hmm. y compris face à des expériences qui pouvaient être négatives, mais il avait une bonne nature. Il a pas, je ne me souviens pas d'incidents trop pénibles quand il était jeune. Euh, mais c'était ça. Et là, pour moi, le choix d'une école a été très important parce que ma responsabilité de parent était de continuer à ouvrir les possibilités quand il était à la maison. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait Et donc, aujourd'hui, ton fils? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, ton fils? alors bon, eh bien, Roland est devenu un créatif. C'était un artiste, je crois, à la base, mais je crois que ça a été encouragé par le curriculum qu'il a suivi. Et maintenant, il produit des courts-métrages, des bandes de publicité en utilisant la trois dimensions, la computer graphics, des effets spéciaux,
Et il est un des meilleurs. Il a fondé une petite firme ici à Portland qui est spécialisée là-dedans, qui fait aussi de la publicité pour des œuvres à but non lucratif. Enfin, c'est quelqu'un qui effectivement a trouvé ses marques progressivement et qui a su. Il m'a dit, papa, je ne vivrai jamais dans une grande ville et la manière dont tu travailles m'inspire parce que je n'ai pas envie de faire partie d'une grande boîte. Et il a créé sa propre entreprise pour finir, après en avoir été dans l'une d'entre elles. Donc, les conseils à donner, c'est difficile de généraliser, mais je dirais l'écoute est très, très importante. L'encouragement est très important, bien sûr. Et la valorisation de l'expérience vécue par les enfants est très, très importante. Et quand tu parlais de ta petite fille que tu imagines à 80 ans, c'est vraiment quelque chose que tu fais de temps en temps enfin... Non, non, ça c'est récent, mais elle a 11 ans pour l'instant. Et malheureusement, le Covid nous a un peu séparés, je ne peux plus faire ensemble ce qu'on faisait avant. Mais ça va revenir. J'essaie de discerner chez elle et avec ses parents les dons qu'elle a, sur lesquels, dont elle peut à la fois se servir et avec lesquels elle peut servir. C'est très difficile à dire maintenant à ce stade, mais la dimension du sens, que ce soit dans la vie de Roland ou la future vie de ma petite fille, je ne sais pas s'il sera très présent. Je crois qu'il le sera. Parce que, et j'aurais eu envie de modifier un petit peu le titre de la conférence. C'est le futur du travail appartient aux chercheurs de sens. Ok, super. Merci beaucoup, Alain. Ce qu'on peut retenir, je pense, c'est difficile de résumer tout ce qu'on s'est dit là parce que c'est très riche, mais c'est cette posture d'humilité par rapport à la vie et d'écoute. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est ça, c'est cette question de l'écoute, savoir écouter un enfant, savoir écouter un chat, savoir écouter son manager, son N-1, que sais-je. Et Ouais. c'est pas quelque chose qu'on nous apprend finalement. En tout cas, pas dans le système scolaire. Non. Mais merci beaucoup, c'était vraiment super inspirant et très, très riche. Merci de commencer ta journée avec nous. Et donc, je vais laisser Marguerite clôturer cette journée et ce festival. Merci beaucoup, Alain. Merci, Thomas. Merci Thomas, merci Alain. C'était un superbe échange, une belle clôture pour ces 2 jours très intenses et très enrichissants. Moi, j'ai retenu pas mal de choses de nos échanges. Déjà, j'ai bien aimé ce qu'a dit Ilona Bonniwell hier à propos de l'optimisme, qu'elle définissait alors comme le fait de regarder vers l'avenir et croire que le succès est possible. Voilà, et donc définir l'optimisme comme finalement un ingrédient de notre capital psychologique qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de renforcer notre confiance en nous et de vouloir de grandes choses. Donc ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement inspirant. Et puis aujourd'hui, effectivement, ce soir, on a parlé de cette posture d'humilité. Avant vous, Alain, on a entendu Hubert de Boisredon qui nous parlait de la posture du dirigeant en situation de vulnérabilité, qui peut en fait être quelque chose de très vertueux, un ciment dans l'entreprise, de savoir reconnaître ses erreurs ou savoir reconnaître qu'on ne sait pas, qu'on ne détient pas la vérité absolue. Et d'ailleurs, c'est une attitude de management par la confiance qui n'est absolument pas antinomique avec la performance, tout comme quand on parlait de raison d'être, on disait que avoir une vision sociétale, et là je cite Hubert, c'est ancrer une conviction et ensuite se faire un devoir de réussir. C'est absolument pas quelque chose qui est contraire à l'idée de performance financière, de performance de l'entreprise. On est vraiment dans l'idée de solidifier la confiance dans l'organisation et la confiance de chacun dans le projet collectif. Donc, je vous remercie d'avoir éclairé
à ce point nos parcours. Je crois que tout le monde a pu trouver dans vos propos à tous et à toutes ce soir beaucoup d'inspiration. Et ce festival, finalement, a été un petit peu sous le signe de l'inspiration, je crois. En tout cas, on en ressort plein d'envie, plein d'idées et plein d'énergie. Donc, je remercie à nouveau l'équipe. Je remercie aussi Thomas qui nous a accompagnés pendant ces 2 soirées. Merci beaucoup pour ta modération. Et je tiens aussi à adresser un petit mot de remerciement à nos sponsors, vous les voyez à l'écran, qui nous ont permis d'organiser ce festival. Choose My Company, Givaudan, l'IFI, l'Institut français d'Appreciative Inquiry, qu'on a entendu aujourd'hui, Quirk Wellworking, qui accueillait hier et aujourd'hui une partie de l'équipe HEC Alumni. Merci Quirk. Marseille, Philonomiste, que l'on a entendu sur une table ronde hier, et Positran, la société d'Ilona Boninoël. Voilà. Merci encore de votre présence à tous ce soir. N'hésitez pas à nous adresser a posteriori vos questions ou vos suggestions pour le prochain festival. Et puis, restez à l'antenne avec HEC Live Project, puisqu'on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore un contenu riche et inspirant qui va poursuivre sa course tout au long de l'année. Donc, à très bientôt. Et encore merci à tous.